Alors Sergio Bello, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Merci de nous accueillir chez vous. On vous présente comme un artiste engagé pour l'environnement. Personnellement, je vous perçois aussi comme un artiste littéralement habité par la nature et par ses souffrances. Depuis toujours, vous créez et vous exposez des œuvres au travers desquelles la nature nous parle. Vous avez d'ailleurs développé un concept, les natures mourantes, une sorte de jeu de mots par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs, les natures mortes. Et comme nous le verrons, il y a un véritable message qui passe au travers de vos peintures et de vos créations. Alors Sergio Bello, parlez-nous de cette peinture. On a l'impression d'y voir une grande feuille. Oui. Est-ce bien cela ? Il s'agit d'un collage d'une feuille de nénuphar. C'est en effet une feuille de lotus que j'ai apportée du Vietnam. Le lotus, c'est une plante, une fleur orientale, c'est la fleur sacrée de l'Orient, qui est la parure des Bouddhas. Et là, cette feuille, elle flotte dans l'eau, comme les nénuphars du Monet. Ça, c'est la tige qui va dans l'eau. Et cette feuille, je l'ai collée sous le bois. Et j'ai voulu représenter la terre comme un volcan au centre que cette tige. Et comme la feuille n'est pas ronde, elle n'est pas entièrement ronde, elle est un peu comme ça coupée ici, je l'ai collée et j'ai complété la rondeur de la composition avec le collage du marc du café. J'ai pris du marc de café que j'ai lavé, j'ai enlevé toute la caféine. Et ce marc de café mélangé avec la colle a donné cet effet de lichen. On a l'impression de toucher du lichen. Ce n'est absolument pas de lichen, c'est de la colle, la peinture acrylique et le marc de café qui donne cet effet de la terre qui est brûlée. Alors Sergio, nous nous trouvons devant une toile où on voit plusieurs visages qui crient. C'est encore une toile que j'appelle aussi le cri de la terre et le cri de Gaïa. C'est Gaïa, la terre, qui crie avec sa population mondiale qui crie. J'ai voulu représenter au centre de cette toile justement les éléments, les 4 éléments fondamentaux à la vie, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, et les 3 règne, le règne minéral, végétal et animal. Je suis parti du point de vue qu'au centre de la composition, il y a une espèce de tourbillon, une espèce de cyclone entre les éléments aquatiques et le feu, une espèce de tsunami, une espèce de Fukushima, la terre avec tous ces éléments qui tournent, et l'homme est englouti dans ce tourbillon entre l'eau et le feu, et tout ça tourne comme une espèce de girandole autour de la terre, avec ces éléments, des plumes, les cailloux, les os, la vie, la mort, tout est mélangé comme une espèce de yang et yin. On n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est détruit, qu'est-ce qui est créé. Une espèce d'alchimie, un mélange de quelque chose que je pourrais dire d'optimisme et pessimisme, un côté tragique. Alors, vous dites qu'on peut voir du pessimisme dans cette toile, mais êtes-vous vous-même pessimiste ? Et je pense que mes peintures sont souvent tragiques parce qu'elles parlent de tragique, de la trajectoire de l'humanité et des hommes, ou des Amérindiens qui meurent dans les forêts, ou des peuples qui meurent avec les inondations, comme à Fukushima. Donc on est dans le dramatique, on est dans le tragique, certes, mais ce n'est pas du pessimisme. Parce que le pessimisme, pour moi, c'est quelque chose qui est fataliste. Ça veut dire, ah, je n'ai plus d'espoir, on va tous crever. Si, ça, c'est du pessimisme. Moi, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis quelqu'un qui est très combatif. Je suis dans le dramatique, je suis dans le tragique, mais j'ai l'espoir que ces œuvres soient comme une espèce de manière d'interpeller les gens par rapport à ce que nous faisons. Des dramatiques, des tragiques. Donc, rien que ce message-là, elle n'est pas pessimiste. Cet optimisme, finalement, vous vient de votre culture ? Oui, je ne dirais pas optimisme. Je dirais que le Brésil, l'Amérique latine, ce sont des pays qui ont beaucoup souffert.
mais qui ont appris à vivre autrement avec ce malheur. Comme en Afrique les gens souffrent, mais les gens aiment danser, les gens aiment faire la fête. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entièrement heureux, mais on ne peut pas dire qu'ils sont optimistes, mais on ne peut pas dire qu'ils sont pessimistes. Ils savent jongler avec les choses bien, avec leur souffrance. Il y a une espèce de ce que les Asiatiques appellent le yang le yin, le bien, le mal, les choses sont agencées. Cette toile, j'ai voulu représenter un peu ça, justement, tout ce qu'elle a dedans est tragique, tourne, il y a la mort, il y a des os, on a l'impression que c'est quelque chose de pessimiste. Non, c'est pas pessimiste, il y a un côté tragique, mais tout tourne, tout gire, c'est une girandole de feu, de l'eau, d'espoir, de mort et de vie. Tout est là, tout est dedans. C'est un peu ça le Brésil. Le Brésil, les écoles de samba défilent, les gens sont tous en train de danser, nus, avec des corps de reine, avec des plumes sur la tête. Ils chantent parfois des chansons qui parlent de saudade, qui parlent des malheurs, des morts ou de la disparition de quelqu'un qu'ils ont aimé. Alors nous voilà encore devant un cri autour duquel tournent beaucoup d'éléments. Expliquez-nous. Là, c'est le cri de Gaïa, la représentation de la terre qui sort des eaux, toute cette vie, la première vie sur terre, c'est la vie aquatique. Donc la vie qui sort de l'eau verte, le chlorophylle, et qui sort avec la terre qui prend feu, avec tous ces éléments, comme j'ai parlé tout à l'heure, l'élément des vies, des morts. Et donc cette position en losange, est-ce que ça exprime quelque chose? Le drapeau brésilien est un rectangle. Au centre de ce rectangle, il y a un losange, et au centre du losange, il y a une sphère avec la phrase d'Auguste Comte qui s'est écrit « Ordre et progrès », le Brésil. Et vous savez, le drapeau brésilien est vert, car le vert dans le drapeau brésilien est censé représenter nos forêts, nos jungles. Le jaune représente l'or et le bleu représente les cieux, les ciels du Brésil. Or, j'aurais voulu, avec mes peintures, réveiller en moi mon côté franco-brésilien et interpeller mon côté brésilien et faire une espèce de clin d'œil au drapeau brésilien. C'est pour cela que je mets cette toile en losange, pour faire une espèce de rappel au drapeau du Brésil, dont on voit au centre du drapeau ce losange, comme si je demandais au Brésil, rappelez-vous, le vert de votre drapeau doit représenter le vert de nos forêts. Préservons nos forêts. Pourquoi on laisse brûler nos forêts? On ne respecte pas notre drapeau. Donc mes toiles sont des losanges, comme le drapeau du Brésil, comme si j'interpellais les autorités du monde, de la terre. Voilà, Gaïa crie, le drapeau brésilien est là, ne laissons pas mourir l'Amazonie. Alors Sergio, nous nous sommes rapprochés pour admirer tous les deux une série dont vous allez me parler tout de suite. Cette série spécifiquement qui est dans cet album, j'appelle ça éco-enluminure. Comme des enluminures persanes, comme des enluminures qu'on faisait dans les Bibles anciennes avec des dorures, mais toutes sous le thème de l'écologie. Je voudrais un écho, E-C-H-O, logique, entre ce que je présente là et entre le thème de l'enluminure elle-même. C'est pour ça que éco-enluminure, ça pourrait être icône enluminure, comme des icônes. Alors chaque peinture, vous voyez, c'est toujours un rectangle, un autre rectangle, et puis au centre du rectangle, un rond, qui représente la terre ou qui représente le ventre de la terre. Ici, j'ai collé, parce que souvent, comme vous avez vu, j'intègre dans ma peinture des éléments naturels, minéraux, végétaux et animaux. Là, j'ai mis des arbres, et ici, j'ai mis une feuille de mangue. C'est une feuille de manguier, comme un arbre, comme un cyprès, comme ça, qui tombe, et qui a en effet une feuille qui a été collée en relief. Les plumes que j'intègre à ces peintures sont des vraies plumes d'oiseaux d'Amazonie. Ça, c'est une petite plume de canari. Là, c'est des plumes de perroquet qui sont intégrées. Et là, la partie dorée, c'est des feuilles d'or qui sont mises sous la composition avec la feuille d'or. J'ai dit qu'une peinture qui questionne, une peinture qui dérange, doit toujours sortir du cadre de l'image du beau. Celle-là, elle sort toujours du cadre, elle sort toujours de la marge. Les éléments partent comme ça dans tous les sens. On est dans la forêt.
toujours La dans forêt qui brûle. Toujours le feu, la destruction et cette terre et cette forêt qui est si belle, si luxuriante, si pleine de vie et que les gens ne comprennent pas, ils la détruisent, ils mettent le feu. Il y a beaucoup de pyromanes qui prennent du plaisir de venir et détruire une forêt. C'est une aluminium aussi, mais je l'appelle la marée noire, car j'ai voulu monter une plage de Martinique, du Brésil, ou de Guyane, ou de Grèce, avec le sable doré magnifique, avec tous ces cocotiers, et le pétrole qui est venu, et qui a sali les mers, comme la Moncocadie, comme l'Erika, la marée noire. Là, c'est un fond marin. Ce n'est plus une forêt aérienne, mais c'est une forêt aquatique, une forêt marine, où on voit au fond de la forêt, au fond de la mer, tous les déchets, tous les détritus que les gens jettent du bateau. Il y a malgré tout cette fille qui sort avec une espèce d'anémone, d'une pieuvre, une méduse qui sort avec plein de tentacules. Tout ce que je retrouve, je recycle, j'intègre à mes peintures, rien ne se perd, tout se transforme, tout c'est revenu partie intégrante de ces tableaux. Et là c'est un oiseau qui se débat comme ça, qui crie avec son bec ouvert, avec son œil exorbité. C'est comme une lucarne dans un bateau. Oui, c'est vrai. Et le contour de la queue du oiseau avec le cou et le bec, ça forme le rond. On a l'impression de voir l'hublot d'un bateau. Et à travers l'hublot du bateau, on voit la mer et le ciel. Là, celui-là, j'ai voulu représenter un peu une espèce de mythe amérindien, dont les Amérindiens disent que l'Amazone, le fleuve brésilien, a été formé après le passage d'un géant boa qui est venu dans la boue. Et à partir du moment que le boa se déplaçait dans la boue, il laissait une empreinte, un creux dans la boue. Et cette empreinte, un creux, était envahi par les eaux, et ces eaux ont formé le lit de l'Amazone. Et l'Amazone, en effet, serpente comme un serpent dans la forêt. Et j'ai voulu représenter ce serpent qui serpente dans l'Amazonie, comme ça, entre tous ces arbres qui brûlent, ces feux, ces troncs d'arbres et les plumes. Un serpent et des plumes. Un serpent avec des plumes. D'ailleurs, il y a un dieu au Mexique qui s'appelait serpent à plumes, qui c'est une divinité aussi. Et tout ça, il y a un sens. C'est pas un délire intellectuel. Alors je vois dans cette enluminure une sorte de coiffe indienne. C'est cela? Oui, c'est cela. Celle-là s'appelle le cri de la terre, il s'appelle le cri des Amérindiens. Justement parce qu'en parlant de l'Amazonie, j'ai voulu aussi, avec cette toile, avec cette enluminure, boucler la boucle en parlant des populations qui vivent dans cette forêt qu'est l'Amazonie. Parce que quand on parle de la forêt amazonienne qui est détruite, on parle d'arboricide parce qu'on détruit les arbres, mais il ne faut jamais oublier que dans ces arbres, autour de ces arbres et avec ces arbres vivent les Amérindiens, qui sont les vrais Brésiliens, qui sont là avant que les Portugais sont arrivés. C'est eux le peuple brésilien autochtone, c'est les Amérindiens. Et là, j'ai voulu rendre hommage aux Amérindiens, comme tu as dit, cette bouche ouverte, c'est la bouche d'un Indien qui crie avec sa flamme, avec sa parure, avec des plumes sur la tête, et toute cette forêt qui crie. Et le titre, c'est Le cri des Amérindiens. Donc tu as très bien vu. Merci beaucoup Sergio Bello pour votre éclairage sur votre travail, sur vos créations. Je vais vous laisser le mot de la fin pour que vous nous parliez de l'année 2012, vos projets et où vos toiles vont être exposées. Oui, l'année 2012, c'est une année vraiment formidable pour moi. C'est incroyable parce que je suis né en 1952. L'année 2012, c'est l'année de mes 60 ans. J'aurais pu être un peu plutôt gêné de vieillir, de sentir que 60 ans, c'est quand même un âge qui commence déjà à être presque un âge de seigneur. Mais pour moi, c'est vraiment une année qui est une année, je ne sais pas comment dire, c'est une année formidable pour ma vie. D'abord, c'est l'année du dragon. C'est l'année où je vais faire une exposition prochainement le 2 février à la galerie Ricardo Fernandes, une exposition personnelle à Paris. Et je suis fort heureux d'avoir fait cette exposition dans l'année de mes 60 ans, parce que c'est l'année 2012. Et c'est aussi l'année où je suis invité par le Brésil, par mon État de Pernambuco, pour faire une exposition qui va être une espèce de rétrospective de ma vie d'artiste, parce qu'en 2012, j'ai fait 44 ans de création personnelle.
l'année prochaine, j'ai fait 45 ans de création, car j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc c'est une année que j'ai fait 60 ans, c'est une année que j'ai fait 44 ans, presque 45 ans de création artistique, et ça fait aussi 33 ans, 34 ans que j'habite Paris, car je suis arrivé à Paris en 1978. Donc cette année, je veux fêter à la fois mon âge, mon expulsion de Paris et mon expulsion du Brésil. Donc je me sens vraiment comblé, je me sens gâté cette année.